Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Le Monde Inconnu. Eh bien, vous ne rêvez pas, c'est bien mardi, nous sommes mardi et il est déjà 23h et vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous allons, je vais dire, pas moi, le professeur Emmanuel Glipote, qui est le concepteur de l'émission, va nous balader dans un autre domaine, mais toujours dans le cadre de la métaphysique. Donc, je vais laisser le soin au professeur de nous dire de quoi il s'agit ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors ce soir... Bonsoir, Laura Agathe. Enfin. Parce que la Zem... Bon, alors, c'est que... il faut que les gens... qui pensent qu'on parlait du porte-monnaie, c'est une histoire du quartier. Non, nous parlons métaphysique. Alors ce soir, pour entrer en plein en métaphysique, nous allons parler de la magie. La magie. Et la magie prise dans le sens métaphysique avec ses corollaires occultes, quoi. Où on va parler magie, occultisme ce soir, tout ça mélangé, afin que les gens comprennent que nous sommes situés à quelque part, comme disent certaines personnes, nous ne sommes pas partout, comme pour être nulle part, mais nous sommes en métaphysique. Et que tout ce que nous faisons, c'est dans le domaine métaphysique. C'est ni politique, ni c'est pas moi quoi, c'est métaphysique. Si nous parlons métaphysique par rapport à la société, c'est parce que l'homme doit être au centre de la vie. Parce que nous parlons aux hommes. Donc nous pourrons parler métaphysique par rapport à la santé, nous pourrons parler métaphysique par rapport à l'argent, nous pourrons parler métaphysique... Ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent que cette émission, c'est une émission métaphysique. D'accord, voilà. Je crois que le message est passé. Donc moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous asseoir confortablement. Le train va quitter la gare et nous allons tout de suite nous retrouver à la gare... comment je vais l'appeler? Bon, disons que nous suivons la chronique dont le titre est Magie et être humain. Je crois la magie oui. Chez l'être humain. Oui, chez nous. Et vers les choses. Vers les choses. C'est ça. Bon, dans tous les cas, je crois que vous avez compris. On parle de magie ce soir. On parle de l'être humain une fois de plus et on se retrouve juste après. La magie chez l'être humain et face aux choses. Pour garder l'équilibre et la convivialité, nous devons respecter l'ordre naturel de toutes choses, c'est-à-dire respecter tout ce qui existe dans l'univers. À cela, nous devons éviter toute forme de négativisme, entre autres la jalousie, le commérage, la calomnie, l'avidité, la médisance, la recherche des solutions faciles même dans le cadre des thérapies ou dans quoi que ce soit. Ceci laisse imaginer que tout n'est qu'un ensemble dans un tout universel, une chaîne où chacun de nous n'est qu'un maillon. Pour une chaîne, il n'est que normal que ces maillons soient en bon état, bien engraissés, intacts dans leur mouvement, ce qui permettra à la chaîne de bien fonctionner. En retour, ceci sera à l'intérêt de l'ensemble de ses composants et c'est tout cet ensemble qui gagnera en efficacité et en longévité. Alors, la question qui tarote les esprits est de savoir comment faire pour être à l'abri de la sorcellerie ou de l'envoûtement. Réponse, il faudrait tout d'abord gagner à n'importe quel prix l'équilibre et l'harmonie par l'amour et non par l'epscotrope. C'est-à-dire qu'en tant que maillon parmi tant d'autres, nous devons éviter que par nous, cette chaîne de cet ensemble humain ne soit sujette d'un handicap. Nous devons s'assurer que nous-mêmes, nous ne représentons pas un obstacle susceptible d'empêcher le bon fonctionnement de la dite chaîne. Rappelons qu'il n'y a pas de magie plus forte, plus puissante que l'amour. Il ne s'agit pas d'aimer dans le sens du cœur, mais de maîtriser l'adéquation pensée, parole et acte, et ce à l'égard de tout ce qui existe. C'est aussi là la base de toute magie. Eh bien, la magie, on en parle tant, mais qu'en est-il donc? Elle peut être considérée à la fois comme science et comme art,
comme science. Elle s'ouvre à tout ce qui l'étudie dans toute sa profondeur. Et dès que l'étudiant y atteint un bon degré de maîtrise, il devient une personne tout autre, un magus, et non un magicien. Un tel enseignement est-il basé sur le devoir à présenter à un auteur qui demanderait à celui-ci « As-tu fait ton devoir ?» Bien sûr que non. Ici, on n'apprend pas pour apprendre, mais pour comprendre. Parce que cette étude permet de parvenir à la connaissance totale. Il ne s'agit pas là d'un formatage du cerveau, mais d'une acquisition des connaissances dans le vrai sens du terme. Grâce à une telle connaissance, le postulant ou l'étudiant en magie, voire en métaphysique, deviendra finalement magus. C'est là parce que désormais, il aura acquis pour l'essentiel des connaissances nécessaires qui le met en position de toutes les techniques de l'art magique. Tout ceci, toutefois, il est dit que celui qui veut entrer dans le sanctuaire secret de l'occulte ou le royaume divin doit être à même de transcender la nature première et secondaire de chaque chose. Ce n'est qu'à ce stade que le postulant franchit les portes du monde des mystères pour accéder finalement le haut niveau qui lui permettra d'atteindre les grades de magiste, c'est-à-dire que ce n'est que par là qu'il pourra accéder le plan spirituel dans un premier temps et divin plus tard, et ceci après un travail de persévérance et d'acharnement sur soi-même. Alors nous voici de retour sur notre plateau. Chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité de participer à l'émission en envoyant les messages avec les numéros qui vont être écrits juste au bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de précéder le numéro par le plus 237. Alors professeur, nous allons revenir vers vous pour notre série de questions. Aujourd'hui, les questions de magie. C'est quoi la magie? Alors la magie, c'est un terme qui fait peur. Très peur. Voilà. Quand on parlait de magie, les gens se mettent beaucoup d'idées dans la tête. Mais c'est vrai qu'ils ont raison, peut-être pas aussi. Ils ont raison parce qu'ils sont résolument retranchés à des choses qu'on voit. Ils sont portés à tout ce que on peut palper. Ils sont convaincus que c'est ça le monde. C'est-à-dire que de leurs yeux, ils voient tout. Alors à partir de là, il se passe bien des choses qui voudraient à ce que ces gens-là, ils ne comprennent pas. Quand on parle de la magie, ils se posent la question que, puisque l'explication qu'on donne de la magie, avec les dictionnaires littéraires, se prête à confusion, alors ils estiment que la magie, c'est quelque chose de pas bien. Alors, mais en réalité, la magie, c'est une science qui fait partie de l'occultisme. Nous allons voir ça la deuxième partie avec le deuxième élément, qui fait partie de l'occultisme. Et l'occultisme, c'est ce qui a permis au monde entier d'exister scientifiquement, c'est-à-dire de comprendre la vie pour pouvoir amener les gens à rentrer dans les possibilités qui permettent à ce que nous ayons des outils, et lesquels outils aujourd'hui nous différencient des bêtes qui sont aussi du règne animal que nous. C'est-à-dire que nous pouvons avoir, grâce à la magie, le miroir, on va se mirer et voir si le visage n'est pas truffé de saleté, ou bien au niveau des yeux, il n'y a pas de saleté à enlever, ce qui ne fera pas le chat ni les chimpanzés même, qui est notre ancêtre. Bon, grâce à la magie, on peut aujourd'hui écouter, on nous voit à travers le monde, à travers le petit écran, c'est grâce à la magie. Grâce à la magie, on peut voyager, au lieu de voyager par, comment on peut dire, disons, dédoublement, mais on voyage dans les avions. On est assis dans un appareil qui vous déporte d'un continent à l'autre tranquillement. C'est grâce à la magie. Donc la magie a précédé, du moins a été toujours avec l'homme depuis la nuit des temps.
Et la magie prend une connotation malheureuse lorsque on l'utilise pour détruire ou bien pour nuire. Et c'est grâce à la magie qu'on peut arriver à comprendre qui on est, et à travers cette connaissance, on peut participer au développement du monde, pas à son développement personnel. Donc, alors, professeur, moi je voudrais savoir, on dit généralement qu'une science c'est l'observation, l'expérimentation le résultat. Et ensuite le résultat. Donc, puisqu'on parle, vous nous avez dit tout à l'heure que la magie était une science. Moi, je voudrais savoir, quel est le domaine d'expérimentation, d'observation, d'expérimentation de la magie en tant que science? Alors, c'est que, si je me tape la main, je vais souffler. Si je le fais jusqu'à avoir le soulagement, c'est un acte magique, mais qui est devenu pratique. Parce que c'est le côté, c'est un acte occulte, quoi, qui devient pratique. Parce qu'en fait, c'est le côté pratique de l'occultisme que se retrouve la magie. Ça veut dire qu'il y a des formules qu'on met en marche. C'est pas une histoire du hasard ou bien une histoire, je sais pas moi quoi. C'est une science parce que on a observé des choses. On les a expérimentées. On a obtenu des résultats depuis des millénaires. Avant d'en conclure, avant d'arriver à une conclusion qui permet à ce qu'on dise, bon voilà, ça c'est un principe magique. C'est un principe magique. C'est quelque chose comme l'homme se met à manger des fruits et remarque des singes et des chimpanzés, des gorilles, que ces animaux-là triaient les fruits, ne mangeaient pas tout genre de fruits. Tout à fait. Alors, en allant vers ce que ces bêtes mangeaient, nous aussi en mangeant ça, nous n'avons aucun problème, aucun souci. Donc, il y a des choses qui ont précédé d'autres choses. Il y a un développement qui s'est passé. D'abord, on peut dire que l'homme est intuitif. S'il faut y aller de cette manière-là, ce qui nous distrait aujourd'hui, que nous n'avons plus cette notre intuition est bon, oui. Disons ésotérique. C'est parce que du fait d'aller à l'école, on dit on nous a dit à l'école ceci, le fait d'aller à l'église, on nous dit on nous a dit à l'église cela, et c'est l'ensemble de ces choses-là qui distrait l'homme de ce qui serait sa voie, celle de se rapprocher vers son être intérieur et de comprendre que c'est son être intérieur qui est lui-même. Ce n'est pas sa carcasse. Parce que, vu de l'extérieur, l'homme se présente comme un tas de viscères, un tas de chair, un tas d'os, c'est pas moi quoi. Mais vu de l'intérieur, l'homme est toute une autre chose. C'est ce que nous avons l'habitude de dire au cours de cette émission. On a toujours eu à dire que la naissance d'un homme est validée par l'emprise, c'est-à-dire le fait que le souffle vital, dont l'énergie vitale est l'emprise sur la matière. La matière ici étant le fœtus. Et le fœtus étant un tas de chair, un tas de cellules déposées sur le plancher, au cas où la vie n'y arrive pas, c'est-à-dire l'énergie vitale n'y entre pas. On parlait de mort-né. Alors, donc, la magie, c'est possible seulement lorsque nous ne sommes plus, nous sommes en déphasage total de tout ce que nous connaissons du monde à travers le formatage du cerveau, à travers tout ce qu'on a eu à nous expliquer jusqu'aujourd'hui. Parce que ça commence dans un environnement. Vous aviez un père qui est mal élevé, bon, qui n'est pas, je ne peux pas dire mal éduqué, parce que le mot éduqué, c'est même très grave, qui n'a aucune initiation. Alors, mais c'est votre papa, c'est pas quelqu'un d'autre. La nature vous a donné celui-là comme guide. Comment faire pour comprendre qu'il ne comprend rien?
Et sans que cela ne soit un problème. Parce que chaque naissance dans une famille, chaque personne qui entre dans une famille a une mission dans cette famille-là. C'est pour cette raison que nous tous, nous n'avons pas les mêmes habitudes, même quand nous avons les mêmes parents. Alors, c'est pour cette raison que nous n'avons pas le même tempérament. Alors, maintenant, si on a ressemblé à son père, la taille, la forme physique, dont la morphologie et tout, y compris les caractères. Il est soulard, vous êtes soulard. Il est coureur de jupons, vous êtes coureur de jupons. C'est héréditaire alors? Bon, oui, par exemple, il y a des enfants qui sont comme ça. Il est la photocopie de son père. Il imite tout ce que son père fait. Et là, par ricochet, il peut perdre de sa personnalité si et si son père n'est pas la véritable vedette. Parce que moi, j'entends par vedette quelqu'un qui a de bonnes habitudes et dont on voudrait copier ses habitudes. On a besoin de vivre comme son père. Mais pas un soulard qui tombe dans les carnivaux. Et puis, vous devenez des amis, c'est qu'on voit le père, on voit le fils dans le carnivaux. Et cela, ça fait l'objet d'une parenté accomplie. Parce qu'il y a des enfants, ils commencent à boire dès le bas âge. Parce que son père, comme il avait bu dès le bas âge de l'alcool de par son papa, les petits-fils même de son père, parce que les grands-pères même déjà les invitent à boire, et son père y compris. Donc ça forme un bon noyau de soulards et qui se contente de cet aspect de choses. Et comment et à quel moment l'âme aura l'emprise sur la carcasse qu'est le corps physique? C'est là la question. Donc, c'est pourquoi la magie permet donc de brûler les désirs, de ne laisser à l'homme que les besoins. Parce que là, on revient sur les émissions que nous avons eu à passer tous ces derniers temps pour qu'il y ait corrélation et que les gens comprennent que c'est un enseignement. Nous parlons métaphysique, nous sommes dans la logique d'un enseignement métaphysique à la télé. Nous ne sommes pas dans la logique des débats simplement parce qu'on nous a donné l'occasion de parler à la télé. Non. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui peut permettre à l'homme de prendre de la dimension et à partir de là, se trouver dans la possibilité de s'affranchir du cancan, des cancans de domination de l'homme par l'homme, les cancans des misères, de manque d'argent, les cancans des misères, des malheurs, et qu'il n'arrive pas à comprendre d'où ça vient et pourquoi et comment faire pour s'en sortir. Alors, professeur, dans la chronique tout à l'heure, nous avons suivi un mot. On a dit que un apprenant qui s'adonnait à la magie devenait un magiste et non un magicien. Est-ce qu'on peut déjà faire la différence entre le magiste et le magicien? Parce que le plus souvent, les profanes, si on peut les appeler comme ça, nous avons l'habitude, le commun des mortels, nous avons l'habitude de dire « il est magicien ». Alors, qui est magicien et que fait le magicien? Qui est magiste et que fait le magiste? Alors, le magicien, en règle générale, c'est celui qui fait des pratiques sans qu'il ne comprenne qu'est-ce qu'il fait exactement. Prenons par exemple dans les pratiques de la magie noire, où on tue les bêtes pour soigner les gens. On sacrifie un mouton, un bouc, je ne sais pas moi quoi, un coq, on sacrifie le chien, le chat. Bon, là, c'est des pratiques de la magie noire, même si ça a des portées à donner la mort à un animal pour le rachat de la vie du malade qui a été sacrifié par des mécanismes de l'envoûtement. Là, on ne peut pas dire que ces pratiques sont malsaines à 100%. Mais sauf que là, c'est des pratiques du magicien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il utilise des supports pour atteindre un but. Et ces supports, malheureusement, ont leurs limites. Et là, on peut dire que tu as fait des pratiques de magie en tant que magicien. Alors que le magiste vit un art, c'est-à-dire qu'il est comme le peintre, qui, en regardant
un coin du ciel, va faire sa toile. De façon à ce que les yeux de commun des mortels, qui regardent le même coin du ciel, au moment un peu avant de regarder sa toile, vous ne regardez pas toutes les sonorités coloriques oui. et qui sont sur ce coin du ciel que lui, il a aperçu. Et il a ressorti et sur qu'il sa toile. retransmet sur la toile. C'est lorsque vous regardez la toile, c'est là que vous constatez que maintenant, donc il y a un détail que vos yeux n'ont pas pu voir. Parce que ces yeux sont entraînés à voir ce que les yeux des non-artistes dans le domaine ne sont pas entraînés à voir, qu'il fait la différence. C'est la même chose du magiste au magicien. Le magiste perçoit les phénomènes ésotériques et occultes autrement. Et il adhère à ces phénomènes à travers soi-même. C'est-à-dire que il intègre la logique qui lui permet de capter des messages, d'obtenir des révélations et de se faire guider par l'invisible, par des forces invisibles, afin d'atteindre un objectif. Alors donc, il n'agit pas comme le magicien qui risque ne rester que sur les cahiers de cours des principes traditionnels de sa région. Par exemple, si depuis la nuit des temps dans ton village, votre communauté a toujours sacrifié les bêtes pour pouvoir guérir quelqu'un, que tu aies grandi dans ce milieu, tu es initié, tu es formé. Mais sauf que, est-ce qu'on ne peut pas utiliser une autre méthode en dehors de celle-là? Là, la question ne se pose pas. Parce que tu es magicien. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'un magicien pourrait devenir un magiste? C'est compliqué. C'est comme on demanderait à un intellectuel d'abandonner ses cours d'université dans son cerveau et de commencer à réfléchir autrement. Je parlais d'intellectuels, ceux qui sont intellectuels des diplômes. Parce qu'il y a deux types d'intellectuels. Oui. Il y en a qui sont des intellectuels, mais peut-être n'étaient même pas à l'école. Ils sont des sages, quoi. Bon, non, la sagesse, c'est il y a trois types de personnes. Il y a l'idiot, il y a le rusé, il y a le sage. Alors, disons, chez les non-intellectuels, on trouve les sages, plus que chez les intellectuels. Parce que moins on est intellectuel, plus on est idiot. Plus on est intellectuel, plus on est rusé. Alors, le sage n'est ni idiot, ni rusé. Bon, donc, c'est des mots qui pètent à confusion et nous allons y revenir parce que c'est malheureux, parce que les gens qui nous écoutent, soit pour la première fois, soit qui pensent nous écouter et nous nous écouterons plus, ils ne comprennent pas que c'est d'étape en étape, comme on franchit un parcours, où quand on est à une ville, que c'est le premier stop de ces parcours, ça ne veut pas dire qu'on est déjà à destination. Donc cette émission, c'est un élément de l'ensemble de la métaphysique. Donc je crois que nous y reviendrons. On va essayer de dire qui est le sage, qui est le rusé, qui est l'idiot. Voilà. D'accord. Donc, professeur, dans la chronique, il y a toujours un élément qui revient. Vous parlez, une des conditions, si je peux appeler ça ainsi, vous dites pour apprendre la magie, ou alors pour connaître ce qu'on a en nous, je vais juste paraphraser, il faut pouvoir trouver l'équilibre, l'harmonie. Moi, je voudrais savoir quelle est la relation entre équilibre, harmonie et la magie dont vous parlez. Alors, si vous voulez faire de la magie purement dans le sens du magicien, comme je parlais tout à l'heure, alors, lorsqu'on va tuer la bête, vous allez manger de sa chair, alors que vous devriez la jeter. Parce que l'avoir torturé et couper sa tête, enterrer sa tête et rester avec le reste de son corps, ça pourrit instantanément. Pourquoi? Parce que au cours de cette torture, l'animal détruit sa chair. C'est-à-dire que son adrénaline va jusqu'à faire en sorte que
celui qui mangera de cette viande devra tomber malade. C'est pourquoi beaucoup de tradis praticiens qui font dans ces domaines, je ne dis pas tradis thérapeutes, je dis tradis praticiens. Parce que moi, les thérapeutes qui sont des guérisseurs dans le domaine de la médecine traditionnelle doivent être considérés. Bon, mais maintenant, les gens qui font des tradis, de la médecine à travers des pratiques, qui peuvent bien être appelés tradis praticiens, ceux-là, ils sont face à une situation où beaucoup d'eux, avant de mourir, soit les pieds gonflent, soit le ventre est gonflé, soit, du moins, leur corps se détériore pour avoir mangé de ces viandes en question. Alors, parce que magiciens, ils boivent de l'alcool. Les cérémonies sont accompagnées des bières, aujourd'hui, du vin, du whisky. Longtemps avant, c'était le vin blanc, le vin de raffia, le vin de palme. Ça devrait accompagner ces cérémonies. 2 fois, il y en a parmi eux des soulards. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'équilibre à obtenir parce que la vie est dualité. Il y a l'équilibre qui doit être établi entre l'acidité de l'organisme et l'alcalinité. Oui. L'alcalinité doit être portée à 80% afin qu'il y ait 70% d'eau à cela, et l'acidité doit rester à 20%. Cet équilibre doit être permanent pour permettre à ce que tous ceux qui veulent aller de l'avant, c'est-à-dire voir leur âme évoluer vers la divinité, parce que la spiritualité, c'est le premier pas, c'est le béaba. Bon, mais maintenant, on doit aller vers une évolution divine pour cesser d'être un être humain simple, pour devenir un divin. Alors, dans cela, il faut donc avoir un comportement différent du commun des mortels, des comportements du commun des mortels, l'alcoolisme, le tabagisme, un certain nombre de choses qui, en quelque sorte, font en sorte que l'équilibre en question soit rompu. Alors, maintenant, dans ces choses, il y a le mode de vie qui va dans le sens de l'hygiène vitale. L'hygiène vitale, c'est prendre en compte les nutriments. Les nutriments sont les protéines, les lipides et les glucides. Alors, dans les nutriments, il y a les macronutriments et les micronutriments, c'est-à-dire ce qui est des lipides, des protéines, et ce qui est en micronutriments, les glucides, des oligo-éléments, les vitamines et les sels minéraux. Alors, quand on sait qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange, pas manger équilibré, parce que je vois les gens viennent à la télé, il est nutritionniste, il raconte le manger équilibré, il parlait du lait, il parlait n'importe quoi. Bon, et il sort, on dit docteur tel en nutritionnisme. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut abandonner les cahiers de cours. Savoir que lorsque tu vas prendre du lait, il y a des atomes de ces laits qui ne sont pas destinés au corps humain de l'homme. Nous sommes tous de rien. Étant donné qu'il s'agit... Ça sort d'une bête. Et la bête, c'est une créature inférieure par rapport à l'homme. Il faut le reconnaître. On ne peut pas se porter bien spirituellement, ou alors on ne peut pas s'engager à évoluer sur le plan divin à travers des choses qui nous retiennent sur le plan matériel. Alors donc, c'est cet équilibre qu'il faut rechercher. Il faut se poser la question, je bois le vin pourquoi? Si tu obtiens la réponse, c'est bon. Mais est-ce que tu es un vigneron? Non. Tu sais qu'on a fait ça comment? Tu ne te poses jamais cette question. Tu sais que la bière, c'est quoi? Tu bois seulement. Alors, métaphysiquement, il y a plein de choses qu'on doit comprendre afin qu'on devienne magiste. Voilà. D'accord. Donc, nous allons proposer le deuxième élément à nos téléspectateurs.
C'est un élément qui va peut-être nous permettre de mieux comprendre, mais nous allons revenir avec la série des questions pour vous permettre de comprendre exactement de quoi il s'agit ce soir. Donc, nous nous retrouvons juste après. Qu'est-ce que la magie? Un mot bien mystérieux qui suscite de nombreuses interrogations. La magie, elle est aussi ancienne que l'homme. On la retrouve dans toutes les cultures. Elle remonte certainement au temps préhistorique du Paléolithique, mais les premières traces écrites nous proviennent de la Chaldée et de l'Égypte ancienne. Le terme de mage vient d'ailleurs du mot magos, qui est le terme qui désignait le prêtre qui officiait à Babylone et qui servait les dieux par ses rites. La magie est souvent comprise comme un moyen de provoquer des effets contraires aux lois naturelles, des effets surnaturels comme on dit. Mais cette vision est en fait parfaitement incorrecte. Elle a été nourrie bien sûr par toute la littérature, par tous les fantasmes qu'entretiennent un certain nombre de gens sur la magie. Mais aussi surnaturel que puissent paraître tous ces phénomènes, ils ne se réalisent pas par miracle, mais par la connaissance et la compréhension des règles de l'univers. La magie est la science qui étudie des principes universels, les forces naturelles visibles et invisibles, que ceux-ci soient connus ou non de la science officielle. La magie est aussi et surtout l'art d'appliquer pratiquement ces principes pour atteindre un but donné. En effet, la caractéristique principale de la magie est son aspect opératif. Elle est pratique et non spéculative. Le mot occultisme est un mot qui est encore plus mystérieux et qui laisse encore plus d'interprétation que le mot magie. En fait, le mot occultisme trouve sa source dans le mot occulte, qui vient là même du latin occultus ou caché. L'occultisme, c'est la connaissance théorique et pratique de ce qui est caché, c'est-à-dire ce qui est invisible, ce qui est inconnu. C'est l'étude et l'expérience de la réalité qui transcende le monde matériel. Classiquement, on divise l'occultisme en deux branches. D'une part, les sciences occultes, c'est-à-dire l'étude théorique de l'occulte, la métaphysique, la science des nombres, la science des noms, le symbolisme, par exemple. Et d'autre part, les arts occultes, c'est-à-dire les applications pratiques de l'occultisme, comme l'alchimie, l'astrologie, la divination, la magie, etc. Au sein de la SBL Les Terres, l'occultisme est une voie de découverte du monde et de soi-même. Une compréhension pratique et expérimentale du macrocosme et du microcosme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Cette inscription au seuil du temple de Delphes résume le chemin spirituel auquel nous invite l'ésotérisme et l'occultisme. À la découverte de nous-mêmes, à la découverte du monde qui nous entoure, à la découverte des forces de la nature, des forces universelles et de l'absolu. Cette connaissance de nous-mêmes et de l'univers est indispensable pour nous transformer ou pour participer à l'évolution de notre planète. Alors bien sûr, les mots magie et occultisme sont parfois assimilés à la recherche avide de pouvoir, à la recherche de domination, à la recherche de manipulation. Oui, c'est vrai, il existe des gens qui pratiquent en ce sens. Mais c'est vrai de toutes les disciplines. Pensons par exemple à la médecine. La connaissance du corps humain elle permet de guérir, mais elle permet aussi de tuer. Eh bien, il en est de même pour l'occultisme. La mise en pratique des principes et techniques occultes peut créer ou détruire, en fonction du but poursuivi et de l'esprit dans lequel le mage les utilise. Cependant, condamner et refuser l'occultisme et la magie en raison du comportement de certains pratiquants me semble personnellement aussi insensé que de rejeter toutes les sciences sous prétexte qu'elles peuvent utiliser à des fins égoïstes ou destructives. Alors la magie et l'occultisme, des mots qui vous paraissent peut-être encore mystérieux, mais qui le seront beaucoup moins si vous vous mettez maintenant à les étudier et à les pratiquer. Merci de nous avoir prêté votre attention, chers téléspectateurs. Il s'agissait en fait de notre page qui vient une fois de plus nous donner des éléments pour comprendre le sujet dont il est question ce soir. Alors, professeur, nous avons vu tout à l'heure que la magie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était une science de l'occultisme. Donc, en fait, la magie se retrouve dans l'occultisme. Mais professeur, moi, je voudrais savoir, tout à l'heure, vous nous aviez parlé d'avoir un certain équilibre. Vous aviez pris la peine de nous expliquer le mode de notre alimentation, l'hygiène de vie que nous avons tous les jours. Alors, comment est-ce que, je prends un exemple, moi, profane ou alors, oui, profane, je voudrais arriver à être magiste. Il faut peut-être déjà faire attention à mon équilibre. Comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir cela et maintenir? Ouais, alors là, commençons d'abord par dire que l'occultisme nous permet d'avoir la connaissance de l'univers.
laquelle connaissance nous permet de participer à l'évolution du monde. Bon, alors je fais bête, c'est-à-dire dans ma réponse, je me fais bête en disant ceci. Prenons un gars comme Steve Jobs. Alors, quand il part chercher qui est son père en Asie, il entre dans un groupe yogi. Alors, groupe yogi, ça veut dire que on parlait du yoga, quoi. C'est un mouvement spirituel, mais qui utilise et qui est basé sur la pratique. Bon, disons qu'on peut être bouddhiste, mais ne pas être pratique, comme quand on peut entrer, on se mettre dans le yoga. Alors, ça lui a permis d'avoir une autre dimension. D'abord, du fait de n'avoir pas été à l'école pour que son cerveau soit formaté, de un. De deux, il avait, disons, un cerveau vide. Il n'y avait pas des choses qu'on a arrangées, qu'on a mis dedans, et qu'aujourd'hui, du fait que ces choses sont dedans, ce n'est que ces choses-là qui sont valables. Non. Il n'avait rien dans sa tête. Sa tête était vide et naturelle. Donc, un terrain fertile. Il se retrouve qu'il fait du yoga. C'est du yoga qu'il comprend qu'il y a des phénomènes, des connaissances, des phénomènes dans la vie, des phénomènes naturels, qui sont censés apporter, qui l'ont amené à avoir un plus en son temps et à travers son milieu, quand il revient en Amérique. Alors, d'aucuns vont dire, pourquoi il est mort jeune? Mais il est mort jeune parce que il y a eu des phrasages entre le fonctionnement yogi, qui était la base de sa vie, et la vie d'un Américain. Bon, donc, l'Américain, c'est les sandwichs, c'est ceci, c'est cela, sauf certaines personnes qui restent assaises, c'est-à-dire qui décident de ne pas aller dans ce jeu. Alors, maintenant, quand vous avez une maladie, on va vous donner des médicaments. C'est ce qu'il a eu, il a bu des médicaments qu'il ne devrait pas boire. Qu'il ne devrait pas. Et ça a attaqué son pancréas. Bon, le pancréas étant la deuxième langue du corps humain, parce que la première langue, c'est au niveau de la bouche, la deuxième, c'est au niveau du pancréas, parce que les mêmes enzymes qu'on trouve au niveau de la langue, le niveau buccal, c'est les mêmes qu'on trouve au niveau du duodénum venant du pancréas. Alors, résultat, comme son mode de vie était en déphasage avec le genre de traitement, ça a écourté sa vie. Bon, c'est une situation qui ne s'explique pas souvent parce que les gens ne font pas une lecture métaphysique dans le sens du naturel. Oui, mais professeur, s'il faisait le yoga comme vous nous dites, ça veut dire qu'il aurait pu savoir que, puisqu'il est malade, qu'il faut plutôt qu'il se retourne. Ah mais non, c'est un milieu où on te contraint. Mais attends, en Europe, on vaccine les gens par force. C'est arrivé au Cameroun. Vous êtes chez vous, les policiers arrivent et les gendarmes, parce que le gouverneur ou bien le préfet a eu des consignes qu'on doit vacciner tout le monde. Et si tu commences à dire Jésus, comme il y a eu le cas d'un pasteur qu'on nous a montré dans une des vidéos, mais on te dit, mais attends, tu es pasteur, c'est l'acte du chef de l'État qui te donne l'occasion d'avoir une église. Et comment tu peux aller contre le chef de l'État? Tu es au tempère. Où est ta volonté? Qu'est-ce qui prouve que le vaccin n'est pas toxique et tout? Quelles sont les preuves qu'on donne aux parents en ce moment? Rien. Alors, mais dans ce cas, donc, puisque nous sommes dans un environnement où à un moment, il y aurait comme une certaine contrainte, est-ce que quelqu'un pourrait décider dans cet environnement-là de vivre une certaine vie et la vivre pleinement? Parce que nous sommes dans un milieu avec contrainte. Oui, bon, écoutez, si tu décides qu'on te met en prison, tu ne te vaccines pas, mais c'est que tu as accepté faire quelque chose qui va pas à l'encontre de ton évolution spirituelle. Et que la prison qu'on t'a mise dedans, tu l'as méritée. Il faut savoir mériter des choses pour pouvoir évoluer spirituellement. Hein? Mais si tu as peur parce que ta chair, parce que prenons le cas de Jean-Baptiste, quand on décide de le tuer,
Il dit, on va me couper la tête, mais je ne vais pas mourir. Le roi va me couper la tête, mais je ne vais pas mourir. Ça veut dire quoi? Puisqu'on lui a coupé la tête, il est mort. Mais en métaphysique, non, on interprète ça autrement. Ce n'est pas une témérité. Non. C'est pour cette raison que Jésus disait que de tous les hommes qui a été sur la terre, Jean-Baptiste a été le plus grand. Alors, il a été le plus grand comment? Il s'est fait couper la tête. Bon, il a été donc le plus grand. Ça se comprend sur le plan métaphysique, comment il a été donc le plus grand. Professeur, j'aimerais que nous revenons un peu sur... vous aviez parlé tout à l'heure de la maîtrise de l'adéquation entre la pensée, la parole et l'acte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il en est, l'adéquation entre la pensée, la parole et l'acte? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, le problème, c'est qu'on doit dire ce qu'on pense. Il y a des gens, ils viennent à la télé, ils prêchent une messe. D'autres, parce qu'il a lu les choses à gauche, à droite, dans tous les milieux, il est contre la viande. Mais quand le moment de manger arrive, il mange de la viande. Il mange que de la viande, c'est ça qu'il commande. Alors qu'à cet endroit précis, il y avait d'autres propositions. Et quand tu lui dis, mais garde, mais c'est pas toi qui venais de dire tout à l'heure que la viande, c'est pas ton dada, et que c'est pas une bonne chose. Il dit, mais bon, mais il arrive que deux fois que j'en mange. Bon, alors donc, il est en déphasage avec sa pensée, avec ses paroles et avec ses actes qu'il pose. Et ces genres de messieurs sont des bouffons, ils ne peuvent pas évoluer dans la vie spirituelle comme il faut. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas que je l'ai jeté de totem, non, c'est comme ça, c'est constaté comme ça là. Donc, tu vis du mensonge et tu mens toi-même. Il faut être très vrai. Il faut dire je ne mange pas telle chose et tu n'en manges pas. Il faut dire j'en mange, mais ce n'est pas bon de manger. Bon, quand on te tire les oreilles en disant pourquoi tu en manges, alors que ce n'est pas bon. Là, on comprendra que toi aussi, tu ne dis que des choses pour dire, mais tu n'es pas convaincu que ce que tu racontes est véritablement nécessaire à être mis en pratique. Voilà. D'accord. Professeur, est-ce que tout à l'heure, l'élément nous parlait de l'occultisme. Et moi, je veux une fois de plus que l'on revienne sur, on a dit la science et l'expérimentation, l'observation. L'occultisme, les qui ont pu mettre, ou alors les qui ils vont pour nous ramener cela vers notre monde visible. Alors, tous les appareils qui existent sont venus de l'occulte, y compris les moteurs de voitures, les moteurs d'avion, les avions supersoniques. C'est un homme commun qui peut alors, c'est faire son des voyage personnes et revenir. initiées. Oui. C'est des initiés. Parce que il y a une différence entre quelqu'un d'éduqué et quelqu'un d'initié. Celui qui est éduqué, dans le sens moderne, n'est pas initié. Mais celui qui est initié et éduqué dans l'ancien temps, oui, l'utilisation des 4 éléments, la compréhension de ces éléments-là, leur fonctionnement, l'appropriation des énergies vibratoires émanant de ces éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air, oui, principalement, parce que ailleurs on va parler du bois 5 éléments. Bon, là nous sommes en Asie avec les Chinois, mais la compréhension de comment fonctionnent ces éléments. Parce que moi, l'élément bois, je classe ça dans l'élément terre, parce que le bois vient de la terre. En fait, c'est une connivence, ça a une connivence avec la terre, uniquement. Bon, avant que ça ne prenne d'autres formes. Alors, dans l'intégration dans la synchronisation de ces éléments, où tu peux avoir à tomber dans le feu sans se brûler, tu peux voler en l'air, donc tu te dédoubles et tu fais des voyages astraux. Tu peux rentrer dans un courant d'eau, hein, tu peux marcher sur l'eau, tu peux, à partir de ce moment, c'est-à-dire ton initiation qui te permet de s'approprier des vibrations électromagnétiques qui te permet en même temps de basculer dans tous ces éléments et de faire corps. Alors, c'est à partir de ce moment-là
que vous prenez une autre dimension de quelqu'un d'initié à un haut niveau. Et là, on peut dire que tu as été éduqué à la science occulte. C'est-à-dire que tu as compris la différence qu'il y a entre le macrocosme, qui est l'univers global, et le microcosme, qui est l'univers parcellaire. L'univers parcellaire étant donc toi, donc nous. D'accord. Voilà. Mais professeur, plusieurs téléspectateurs se posent la question de savoir où avoir toutes ces connaissances et comment les avoir. Parce que moi, je ne suis pas la seule. Ils sont nombreux à nous envoyer des messages. Où est-ce qu'on peut apprendre à faire tout cela? Qu'est-ce qu'on doit dire? On les dit toujours quand il y a des complications qu'ils appellent leur antenne parce que, en fait, nous, on donne cours déjà. Ah, d'accord. Bon, nous sommes déjà en plein cours. Alors, mais comme peut-être des éléments peuvent échapper les uns et les autres et qu'ils aimeraient bien s'inscrire dans la logique de prendre les cours comme de métaphysique. Oui, bon, peut-être pas comme à l'université, mais comme à l'université aussi, qui sait. Alors, dans ces cas, ils nous appellent hors antenne parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas nous mettre à parler à l'émission, alors que ce n'est pas ce qui nous amène à réunir les gens autour de cette antenne. Parce que nous ne venons pas pour dire aux gens, venez, on a les cours. Ça sert à rien. Nous venons parler au monde entier, entre guillemets. Donc ceux qui ont choisi Canal 2, nous les disons que entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire. Bon, il faut savoir souffrir pour atteindre la divinité. Et souffrir ne veut pas dire que tu vas souffrir. Parce qu'en fait, lorsqu'on n'a plus faim, lorsqu'on n'a plus on n'a plus à se poser des questions, je vais m'habiller comment, je vais dormir où, je vais, hein? C'est comme toi, tu as refusé que tu n'aies des boucles d'oreilles. Bon, tu n'as pas le problème des femmes qui ont les boucles d'oreilles qui partent de leurs oreilles jusqu'au genou. Avec tout ce que ça comporte comme dépense et avec tout ce que ça fait comme problème lorsque c'est un homme qui doit acheter ses boucles d'oreilles et que lui, il n'est pas intéressé ou alors qu'il n'a pas les moyens. Voilà. Donc, c'est ça qui permet donc à l'homme d'évoluer spirituellement et d'atteindre la divinité. Donc, le cours de métaphysique, ceux qui veulent en savoir plus, n'ont qu'à appeler hors antenne en journée, on va les guider. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, nous allons donner la possibilité à nos téléspectateurs, les messages sont nombreux, nous allons lancer la page qui est dédiée aux téléspectateurs. Nous allons prendre la peine d'y répondre. Donc, nous avons un monsieur de la Côte d'Ivoire, monsieur Batou, qui voudrait savoir où se situe la sorcellerie par rapport à la magie. Alors, la sorcellerie et la magie, c'est une question précise et délicate. La sorcellerie fait partie des principes qu'on met en place pour faire fonctionner quelque chose. Parce que il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. La sorcellerie positive peut amener à ce que tu prennes des épreuves d'examen de nulle part et que tu les donnes à ton enfant et passe à l'examen. La sorcellerie négative peut faire en sorte que l'enfant de ton voisin, tout ce qu'il a mis dans sa tête au cours d'une année scolaire, tu viennes retirer ça pour mettre dans la tête de ton enfant brouillon. Bon, là, c'est la sorcellerie négative. C'est des principes magiques. Nous sommes d'accord, parce que la magie, c'est d'abord la pensée. Il faut aller terre à terre. Et après la pensée, c'est la parole. Après la parole, c'est les gestes. C'est ce que, dans la deuxième partie de notre chronique de ce soir, on dit que ce n'est pas parce que le corps humain est étudié pour soigner, pour le soigner et le guérir, qu'on ne peut pas tuer quelqu'un à travers les mêmes études. Bon. Donc, quelqu'un qui fait des pratiques de magie peut en faire de ça de la magie noire qui tue. Et là, ça devient la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? C'est
est basée sur la haine. Oui. Si vous n'agissez pas une personne, vous ne pouvez pas l'ensorceler. Ça fait donc que ce n'est pas tout le monde qui réussit à faire du mal à quelqu'un, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le degré de la haine, des haines trop élevé, permettant à ce que le développement des vibrations, disons, néfastes, puisse aller jusqu'à provoquer une force qui serait comme une bombe. Moins tu es quelqu'un, moins tu as la force à pouvoir le nuire. Plus tu es quelqu'un, plus tu arrives à le nuire. Et donc, plus tu es sorcier. Donc, la sorcellerie, c'est la haine. Tout le monde est censé être sorcier. Même les petits-enfants peuvent être sorciers s'ils sont nés avec une grande haine. Voilà. Oui, mais pour ça, tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait un côté sorcellerie... Positif ou négatif. Voilà, sorcellerie positive. Alors, la sorcellerie positive, ça serait donc quoi? La sorcellerie positive, c'est de faire, par exemple, qu'il y ait une route dans votre village. Hein? Bon, les gens se réunissent, ils disent, pour que notre village se développe, il nous faut une infrastructure de qualité. Bon, on reste et on dit, mais l'autre dit là où passe la route, sur les développements. Alors, une route qui devait donc passer par l'autre village est détournée. Hein? Et ça se fait, ça? Mais oui, mais attends, mais je ne dis pas des choses que je rêve, seulement c'est des choses pratiques. Et je connais dans certaines régions de notre pays, le Cameroun, où les routes ont été détournées au profit d'un autre village, parce que les gens de ces villages-là ont dit il faut que notre village se développe. Non, celui-là. C'est comme les centres du CEPE. Certains villages s'approprient d'un dispensaire, d'un centre de CEPE et tout. Bon, sauf qu'il y a développement et développement. Oui. Bon, vous pouvez vous approprier d'un hôpital pour mieux tuer les gens. Bon, donc là, c'est autre chose. Parce que quand ils meurent, ils ne meurent plus de sorcellerie, ils meurent de la maladie. Bon, alors que c'est un groupe de sorciers qui a dit, bon, mais écoutez, pour que les gens meurent sans qu'on cherche à nous indexer, faisons tout pour qu'il y ait un dispensaire dans ces villages. Voilà. Alors, nous avons monsieur Alain Patrice Sanjo de Yaoundé qui voudrait juste vous remercier par rapport aux connaissances que vous partagez. Il y a également Syriac de Saint-Mélima qui voudrait savoir, quand on parle de magie, est-ce qu'on parle de sorcellerie? Autrement dit, est-ce que magie et sorcellerie sont pareils? Je crois qu'on venait de répondre non, c'est pas la même à chose. cette question. Mais c'est aussi la même chose en même temps. Disons que c'est un ensemble dans lequel, dans la magie, on retrouve la sorcellerie. Alors, Franck, il dit être un grand fan de magie, ça alors. Et il aimerait savoir comment faire pour commencer à pratiquer de la magie. Alors, s'il veut pratiquer la magie dans le sens à développer, non, des connaissances, voilà. Des connaissances participatives pour l'évolution de son environnement. Il doit étudier en métaphysique, il doit faire le cours de métaphysique. C'est ce que je peux lui conseiller. Mais s'il veut faire de la magie, Juste pour faire de la magie, c'est-à-dire ça devient comme l'envie de faire n'importe quoi. Bon, alors là, moi je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui conseiller parce que moi, ces genres-là me dépassent. Voilà. D'accord. Alors nous avons un autre message. Bonsoir à vous, je suis un très grand fan de la métaphysique et je fais des recherches. Seulement, je voulais savoir si on peut acquérir des pouvoirs surnaturels, du genre séparer son esprit de son corps et d'y revenir sans être mort grâce à la métaphysique. Oui, mais il y a dans le domaine de la métaphysique, il y a des concepts, par exemple la lévitation, les voyages astro. Ou le dédoublement. Il y a plein de petits mots qui expliquent qu'on quitte son corps et on se retrouve ailleurs et on revient tranquillement le retrouver. Et c'est ce qui prouve, d'ailleurs, comment on appelle en médecine, il y a
des urgentistes et il y a aussi ceux qui sont chargés de réanimer les corps, Oui. arrivent souvent à vivre des phénomènes extraordinaires. Donc ce n'est pas quelque chose de caché aujourd'hui. Parce qu'avant, on écrivait des documents, des livres. Hein, j'ai, par exemple, sur la réincarnation, on écrivait aussi vivre dans l'au-delà ou quoi, des livres, des titres comme ça. Les gens lisaient et disaient c'est du n'importe quoi. Mais avec l'hypnose, on a commencé à expérimenter ces choses dans certains pays, en Angleterre et en Europe en général, et on a constaté que c'était possible que l'homme ait plusieurs corps, et particulièrement qui est l'âme et le corps physique. Et ça, aujourd'hui, on ne doute plus de ça. Donc, en fait, ce que notre téléspectateur devrait savoir, c'est de continuer à faire ses recherches par rapport à tous ces, je vais dire, ces exercices qui pourront l'aider à se dédoubler sans être mort. Non, je ne crois pas. Il doit s'inscrire dans la logique d'être assisté. Sauf si, Oui. bon, parce que quand on dit entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais ça ne veut pas dire que quand tu nais, tu n'as pas de père. Que pour traverser la route, tout bébé, tu traverses seulement la route. Non, il y a des gens qui te tiennent à la main Oui. et qui t'amènent. Et à un moment donné, tu ne dois plus dépendre de ces gens, contrairement à l'Afrique. L'Afrique, on est venu nous dire qu'on nous a civilisés ou qu'on nous a éduqués et tout, mais tous nous dépendons de ces civilisateurs ou alors de ces colons-là. Alors, c'est là où il faut se désolidariser. Il faut qu'on revienne à nos dieux. Qu'on laisse tranquille le Dieu importé qui vient du fait du christianisme, de l'islam et tout. Qu'on revienne à nos logiques traditionnelles. On va redécouvrir qui est le vrai Dieu pour nous. Parce que les traditions ont la possibilité d'aller vers le vrai Dieu. On ne peut pas aller dans les traditions des judéo-chrétiens pour pouvoir converser avec Dieu. Prenons par exemple une personne qui fait l'islam. Cette personne-là, on l'enterre comme un arabe. Il prie comme un arabe. Il ne priera jamais comme un Bassa, comme un Yaoundé, comme un Douala ou comme un Africain. Alors ça veut dire que c'est lequel Dieu? De la colonisation spirituelle ou le Dieu qui est aussi ton Dieu? Hein? Tu t'habilles comme les autres, tu pries comme les autres. Quand tu décèdes, on t'enterre comme les autres. C'est d'autres traditions, d'autres pratiques. Il y a un problème. D'accord. Alors pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Malheureusement, c'est juste 1 heure de balade, de train rentre en gare. Mais avant de faire le stop final, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Alors, donc, le dernier mot, c'est que la semaine prochaine, on va poursuivre avec ces thèmes. C'est-à-dire, on va revenir pour parler de la magie. Donc, ils s'apprêtent avec leurs questions. On va voir comment on va mieux les servir. Moi, je voudrais déjà présenter les excuses parce qu'on a eu tellement de messages, mais malheureusement, nous ne pouvons pas répondre sur le plateau à tous ces messages. Nous allons prendre le soin d'y répondre même dans les jours à venir. Mais continuez à envoyer vos messages. Nous allons faire le nécessaire pour que vous ayez des réponses. Nous avons été ravis de vous avoir ce soir. Merci de nous avoir prêté votre attention. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. Bonne soirée à vous.